Bonjour, bienvenue à l'émission Regard sur l'itinérance. Mon nom est France Labelle, je suis directrice et cofondatrice du Refuge des jeunes de Montréal, un accueil pour jeunes hommes sans abri. Aujourd'hui, le sous-titre de l'émission « Les combattantes ». Alors vous comprendrez qu'il sera question d'itinérance au féminin. Nous vous présenterons une ressource, les Maisons de l'Ancre, intervenant auprès des femmes spécifiquement. J'aurai deux invités, sa directrice Julie Chevalier ainsi que Michel Laporte qui connaît bien ce sujet. Alors à tout de suite. De retour à l'émission Regard sur l'itinérance avec le sujet, le sous-thème « Les combattantes ». Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une ressource et mes invités qui sont attachés à cette ressource. Et moi aussi, je le fus jadis attachée aux Maisons de l'Ancre puisque j'y ai travaillé plus de 6 ans comme intervenante et à la co-direction. Alors, donc, ça fait quand même de nombreuses années que je n'y suis plus. Et il y a 2 ans et quelques, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le refuge des jeunes » et où j'évoque aussi mon passage à cette ressource. Et le sous-titre de mon livre, c'est « 30 ans, un pays d'itinérance ou la douleur de la soie ». Alors, je me permettrai de lire un petit passage. Alors, je dis, au fil du temps, j'ai eu des milliers de conversations et j'ai reçu nombre de confidences. Il y avait des histoires d'abandon, de séparation et d'abus sexuels multiples. Tant de violences racontées, tant de peine. Toute cette peine était anesthésiée par les médicaments ou la drogue. Elle était traduite par les troubles alimentaires, les excès, la violence auto-infligée. La psychiatrie savait bien la prendre en charge, cette peine, et lui donner des noms différents. Borderline, bipolaire, schizoaffective, psychotique, carencée affective. Mais pour moi, c'était Colette, Diane, Francine, Louise, Roxane et les autres. Elle voulait vivre ou pas, s'en sortir peut-être, se battre ou ne plus se faire battre, parler ou ne rien dire, être écoutée, être crue. Elle voulait dormir, se reposer, elle voulait être aimée. 35 ans plus tard, la trame de ces liens ayant été tissée, la mémoire de ce qui a été offert et reçu m'est douce. Elle berce et répare après tant de choses refusées ou enlevées. Ces années ont été pour moi réparatrices. Les mots de ces femmes remettaient en place ma propre histoire. L'écho de leur voix m'a fait retrouver la petite fille aux tresses que j'avais été. La petite fille malmenée qui avait oublié de pleurer et ne souriait pas. C'est à cette époque de ma vie que j'ai dû renouer avec cette petite fille. J'ai dû faire preuve de compassion à son égard et en prendre soin comme je savais si bien le faire pour les autres. La confiance de ces femmes ainsi que leur affection m'ont été précieuses. Auprès d'elles, j'étais forte, déterminée, douce et aimante. Sans le savoir, c'est elles qui ont été mes tutrices de résilience. Je leur en serai toujours reconnaissante. Et c'est à elles que je veux rendre hommage aujourd'hui. À tout de suite. France Labelle de retour à Regard sur l'itinérance avec mes combattantes que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, permettez-moi de mettre la table sur le sujet du jour. Alors, lorsque l'on pense itinérance, on ne pense pas nécessairement aux femmes, et pourtant, le dénombrement de 2012 avait évalué à 23% la proportion de femmes en situation d'itinérance par rapport à la population globale vivant cette situation. On sait depuis lors que ça a beaucoup augmenté. Ce n'était que la pointe de l'iceberg, car il faut le dire,
l'itinérance des femmes est souvent moins visible. Leurs stratégies de vie et de survie sont souvent différentes de celles des hommes. Ces dernières peuvent se retrouver d'un organisme à l'autre en passant par l'hôpital, un hébergement précaire, chez un ami, la famille, ce qu'il en reste, un client, ou encore demeurer dans des situations ou des lieux où elles vivent de la violence, et cela faute de ressources ou de logement. Elles vont se fondre dans l'environnement de telle sorte que l'on minimise tant leur nombre que leur situation. Dans une étude du Conseil des Montréalaises, publiée en 2015-2016, L'itinérance des femmes à Montréal, voire l'invisible, rapport auquel ont participé une vingtaine d'organismes intervenant auprès des femmes, on y évoque cette invisibilisation des femmes plus réticentes à dévoiler leur précarité et à afficher leur situation d'itinérance. Encore là, on fait état de l'augmentation du nombre de femmes, de l'augmentation des plus jeunes, des plus âgées, des immigrantes, des femmes autochtones qui sont surreprésentées. On évoque aussi leur exposition à une violence significative, qu'elle soit antérieure à leur situation actuelle ou vécue dans la rue. La situation des femmes s'est aggravée ces dernières années, crise du logement, manque de ressources, augmentation des refus dans les maisons d'hébergement faute de place, pauvreté, détresse psychologique, pandémie, augmentation des problèmes de dépendance, bref, une détérioration globale, et ce malgré la mise en place de services, quoique insuffisants, et d'approches diverses pour leur venir en aide. On l'a dit, la majorité de ces femmes ont été victimes d'abus et de violences, mais loin de les considérer uniquement comme des victimes, aujourd'hui, le point de vue que nous vous présentons est qu'il s'agit de survivantes, de battantes, de combattantes, d'où le sous-titre. Il y a plusieurs ressources d'hébergement à Montréal, des centres de jour, des logements sociaux qui accueillent ces femmes. Différentes approches sont mises de l'avant: féminisme, empowerment, santé relationnelle. Les valeurs promues en sont d'équité, de compassion, de respect de la dignité, du non-jugement, des valeurs qui rassemblent. Mais plus encore, tel qu'inscrit dans la politique nationale de lutte à l'itinérance, selon moi et bien d'autres partenaires communautaires, la question des droits doit être réaffirmée ici, notamment ce qui a trait à un revenu décent, l'accès à un logement abordable et sécuritaire, l'accessibilité à des soins, à l'éducation et à la justice. Au-delà des différentes approches, toutes conviennent de la détérioration des conditions de vie et de santé de ces femmes, ainsi que du manque de ressources. C'est donc dire qu'il faut s'attaquer aux causes systémiques de production de l'itinérance, notamment chez les femmes. Il est donc question ici de mobilisation et de combat, en quelque sorte. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'un de ces organismes dont je vous ai parlé plus tôt, les maisons de l'Ancre, intervenant auprès de ces femmes. Nous allons parler de l'approche, des services, des initiatives par et pour ces femmes. J'en discuterai avec mes invités que je vais vous présenter sous peu. Alors, je vous dis à tout de suite. Donc, France Labelle, de retour avec ma première invitée pour discuter de la situation des femmes en situation d'itinérance et donc vous présenter les maisons de l'Ancre, l'ensemble des services, puis de discuter probablement plus largement aussi connaissant Julie. Alors, Julie Chevalier est la directrice des maisons de l'Ancre. Elle a un bac en gestion et une maîtrise en coopération internationale spécialisée sur la condition des femmes. Elle a effectué un séjour de 6 mois au Bénin auprès des femmes chefs de famille, puis 2 ans en Bolivie dans une maison d'hébergement pour femmes en situation de violence conjugale. Elle s'est impliquée dans le milieu féministe au Y des femmes de Montréal, dans un centre de femmes, dans une maison de la famille et puis aux maisons de l'Ancre, dont elle est la directrice générale depuis 8 ans. Alors, un beau curriculum. Bien, puis j'en ai appris en plus. Tu m'avais caché ça. Bonjour, Julie. Bonjour, France. Je suis contente de me recevoir. Je suis très contente, vraiment. Moi aussi. Il faut bien être ici pour prendre le temps de se parler. Bien sûr. Et de se présenter avec tout notre bagage. Voilà. Alors, Julie, donc on voit que tu es impliquée depuis longtemps auprès des femmes d'ailleurs, comme ici.
Je pose toujours cette première question à mes invités. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler auprès des femmes et puis par la suite aux Maisons de l'Âme? Pourquoi ce choix? Depuis que je suis très jeune, que je suis sensible et consciente, en fait, qu'on vit dans une société patriarcale où il y a encore beaucoup d'inéquité entre les hommes et les femmes. Puis dans mon parcours, j'ai été un petit peu plus loin, puis j'ai vraiment compris là, la divergence des chances, puis que les femmes gagnent toujours moins de salaire que les hommes, que à 92% les victimes de violences sont des femmes. Donc ça m'a toujours interpellée, puis j'ai toujours voulu faire partie de la lutte à l'équité. Puis plus que j'avançais dans mon parcours professionnel, plus que je réalisais que c'était les femmes les plus marginalisées de la société qui me touchaient le plus, qui me donnaient envie de m'investir. Et puis, c'est ça, il y a une force indescriptible chez ces combattantes, hein, comme on les appelle. Et puis, j'admire énormément leur détermination et leur courage. D'avoir traversé toutes sortes d'épreuves, puis d'être encore là aujourd'hui. Donc ça me nourrit à tous les jours. Puis c'est ça qui a fait que j'ai voulu m'investir dans une maison d'hébergement pour femmes en situation ou à risque d'itinérance. Puis quand tu parles d'iniquité dans les rapports entre les hommes et les femmes, est-ce que tu crois que ça se traduit aussi dans le milieu de l'itinérance, dans les parcours, dans ce que les hommes et les femmes ont à vivre? De semblable ou de différent? Oui, bien sûr. En fait, tu sais, une différence qui est importante, et tu l'as un petit peu évoqué dans ton introduction, je pense que les femmes ont cette capacité-là d'être invisibles. Donc, tu sais, c'est à la fois une stratégie de survie pour se protéger de certaines agressions ou de certaines personnes malveillantes. Ils s'organisent pour passer inaperçues. Elles vont bien s'habiller, elles vont se coiffer, se maquiller quand elles vont se promener dans la rue. Elles vont se marcher, donc elles vont pas rester statiques. On peut des fois les repérer quand il y a 2-3 métros qui passent, puis la femme est toujours là. Mais c'est pas les gens qui connaissent pas le phénomène ne vont pas nécessairement tout de suite les identifier comme femmes en situation d'itinérance. Puis elles dorment parfois dans leur voiture. Elles peuvent dormir chez des connaissances, mais ça veut pas dire qu'elles ont un toit. Exact. Elles sont sans domicile fixe. Elles sont sans domicile fixe souvent, puis elles vont avoir des stratégies de survie, en fait, pour éviter les agressions, éviter les violences que les hommes n'ont peut-être pas nécessairement besoin de développer comme stratégie de survie, vu la différence, justement, entre les hommes et les femmes. Puis, par le fait même, le fait d'être invisible, le fait de se dissimuler comme ça crée une invisibilité des femmes. Donc, par le fait même, c'est sûr que ça s'est probablement reflété aussi dans les dénombrements qui ont été faits. Elle passe sous le radar et puis je pense qu'on peut facilement comprendre qu'il y a sûrement une sous-évaluation du nombre de femmes en situation d'itinérance et par le fait même un sous-financement qui vient aux ressources de femmes. Puis quand on parle d'itinérance cachée, donc chez les femmes, avec ce que tu expliques, c'est vraiment ça. Puis, comme on nous dit que les dénombrements sont utilisés aussi pour améliorer la connaissance, mais pour développer des services, donc c'est un double piège finalement. On n'a pas les bonnes données, puis en plus, ça ne mène pas à quelque chose de concret au niveau des services nécessaires et de l'accessibilité. Exactement. Puis je pense qu'on le dénote, qu'on le sent, qu'on le ressent, nous, les ressources d'hébergement pour femmes, parce que on a vraiment un taux de refus par manque de place alarmant.
On fait partie d'un partenariat de prévention et de lutte à l'itinérance des femmes avec 5 maisons. Et puis, l'année passée, il y a autour de 20-25 000 refus par manque de place en un an qui ont été recensés dans nos 5 maisons. Donc, c'est ça. On le voit, le problème, il se fait ressentir dans nos ressources. Oui, absolument. Puis justement, parlant de ressources, donc on revient à celle que tu connais bien et que je ne connais plus tant maintenant. Mais que tu as donc, connu, oui. Donc les maisons de l'encre. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qui nous écoutent quelle est la mission des maisons de l'encre? Puis après ça, donc on va décliner sur les services, votre manière, votre approche. Les maisons de l'encre, c'est une maison d'hébergement pour femmes, mais femmes au sens large. Donc, quand je vais dire femmes, dans toute l'entrevue, c'est femmes, personnes trans et non-binaires. D'accord. On a fait toute une démarche pour s'afficher, s'identifier comme maison inclusive pour les personnes de la communauté LGBTQ+. Donc, pour les personnes en difficulté, vivant des multiples formes de violence, qui sont à situation ou à risque d'itinérance. On a une capacité de 60 lits chaque nuit. On a autant un hébergement de première étape, puis on offre aussi des logements sociaux communautaires. Dans nos services, on fait beaucoup de choses. On a une maison, on a une première étape, donc à haut seuil d'acceptation. On a 11 places pour les femmes de 18 ans et plus qui sont en grande vulnérabilité. On prévient les femmes les plus en besoin quand on a une place de libre. Oui. On a aussi 48 logements sociaux avec soutien communautaire, ce qui est très important. C'est super. Oui. Pour les femmes de 30 ans et plus. On offre aussi des services externes tant pour les femmes qui sortent de nos ressources, qui sortent de notre maison, qui veulent continuer à être accompagnées une fois en logement, parce que on le sait, c'est beaucoup de choses à se réapproprier. Donc, on leur fait un suivi externe. On a comme une quarantaine de femmes, 45 femmes en suivi externe qu'on voit tous les semaines. On a aussi des suivis externes pour les femmes qui n'ont pas passé par nos ressources. C'est-à-dire directement. C'est ça. C'est-à-dire des femmes qui ont été référées par les CIUS, par les hôpitaux, par les partenaires, des femmes qui sont à risque d'itinérance, qui sont dans une démarche de maintien en logement. D'accord. Donc, on sait qu'ils sont fragiles, on sait qu'ils sont... qui peuvent être la forme... Ils peuvent passer facilement dans la spirale de l'itinérance. Donc, on les aide. C'est notre volet plus prévention, si on veut. Là. On les aide à se maintenir en logement. Donc, on travaille, c'est ça, à la fois pour la réduction de l'itinérance en offrant un toit à 60 femmes, mais aussi en prévention avec nos services externes. Et puis, évidemment, comme la plupart des organismes communautaires, on déploie beaucoup de temps et d'énergie à la concertation et à la représentation sur différentes instances pour faire valoir les besoins spécifiques des femmes, toujours ramener, en fait, l'angle mort qui est souvent oublié. Et puis, défendre des droits. Oui. Tantôt, tu parlais du regroupement de 5 maisons, par exemple. Par exemple, le partenariat ou aussi le RAPSIM, Réseau d'aide aux personnes itinérantes de Montréal, où je siège comme présidente du conseil d'administration. Oui, je devrais t'appeler Madame la présidente. Tiens donc. C'est pas nécessaire. Je reviens aux 60 lits. Oui. Donc, sont regroupés comment, ces lits-là? Est-ce que c'est une grosse bâtisse avec dortoir? Est-ce que c'est différentes maisons? Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qui nous écoutent? Bien sûr. En fait, dans notre maison première étape, les femmes sont seules dans leur chambre. Elles ont une chambre par femme. Puis après ça, il y a toutes sortes de pièces communes et d'endroits communs qu'on appelle les milieux de vie. Oui. Donc, elles ont une cuisine commune, une salle à manger, un salon commun, où il peut y avoir plusieurs activités qui sont faites en groupe. Et puis, les femmes peuvent se cuisiner aussi un repas. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est chaque soir, c'est une femme différente qui cuisine pour le groupe. Oui. Fait qu'on on les soutient là-dedans parce que ça peut être stressant cuisiner pour un groupe, mais on les accompagne. Puis en même temps, ça leur permet de
mettre en pratique des recettes. Puis après ça, ben, quand elles quittent la ressource, elles connaissent quelques recettes pour... Il y en a qui cuisinent très, très, très bien à la base, là. Mais il y a des femmes pour qui c'est plus difficile, puis il faut s'approprier un petit peu le fait de se cuisiner pour soi-même. Ouais. Puis là, le groupe peut soutenir aussi. Exactement. Donc, oui, ça, parce c'est que... important Ben, aussi. tout à fait. Puis on valorise beaucoup aussi le soutien entre les femmes. Ouais. On a même créé un service de paraidance pour des femmes qui auraient des choses à partager avec d'autres femmes. Puis le par et pour, c'est une valeur importante pour nous. Puis c'est tellement valorisant pour les femmes qui sont rendues à redonner... Exact. Par rapport à leur vécu expérientiel, qui sont rendues à partager, à soutenir des femmes qui sont dans une situation plus précaire où elles étaient il y a quelques années. Il y a une réciprocité aussi. Là, tu peux offrir aussi quelque chose. Ça, c'est très important. Tantôt, Julie, donc, tu as parlé de donc le soutien qui peut se faire en logement, différentes formes de soutien. Parce que aussi, il y a des femmes que vous connaissez, avec qui vous développez des liens. Donc, ça veut dire que ce lien-là peut se poursuivre différemment, autrement, d'autres lieux aussi. Parce qu'il y a beaucoup de solitude quand on arrive en logement. Là, c'est pas nécessairement gagné, là. Tout à fait. Oui, puis c'est sûr que ça va rester un défi pour plusieurs femmes parce que le parcours n'est pas linéaire. Fait que je pense que les femmes qui ont vécu toutes sortes d'atrocités, parfois même dès l'enfance, il y a toujours des risques de retomber, la santé mentale, elle n'est pas stable toujours non plus. Donc, c'est une guérison qui prend toute une vie souvent. Et puis, il y a certaines fragilités aussi qui viennent avec ça. Puis, toutes sortes de traumatismes, en fait. T'sais, les femmes, le profil des femmes qu'on reçoit est multiple. Hein? Ben, en fait, c'est des femmes, ça peut être des femmes très jeunes qui sortent des centres jeunesse, ça peut être des femmes aînées. Ça peut être des femmes immigrantes, autochtones, des travailleuses du sexe, des femmes qui consomment des drogues. Ça peut être des femmes aussi qui vivent avec différentes réalités en santé mentale, des femmes en situation de handicap ou des personnes trans et non-binaires. Puis la réalité des personnes elles sont souvent concomitantes. Il y a plusieurs réalités qui s'entrecroisent. Souvent, il y a une prémisse de pauvreté qui relie la plupart des femmes qu'on héberge, mais il y a aussi toutes sortes de discriminations qu'elles ont vécues, méconnaissance du système, des violences familiales, des démêlés avec la justice. Il y a des femmes qui se sont faites profiler aussi de par leur façon de s'habiller ou de se comporter. Dont les personnes qui pratiquent le travail du sexe sont l'objet souvent de profilage et d'interventions plus que malheureuses. Exactement. Il y a aussi des femmes qui ont vécu des évictions avec leurs propriétaires. Donc, c'est comme une longue liste à laquelle s'ajoutent souvent des épisodes de violence conjugale et d'agression sexuelle. Nous, on considère aux Maisons de l'Ancre que 100% des femmes ont vécu une forme de violence quelconque dans leur vie. Puis, il y a des femmes qui ont vécu des expériences négatives et traumatisantes aussi au sein du système. Puis je pense que c'est important d'en parler. Au niveau de la protection de la jeunesse, des corps policiers ou du système judiciaire. Puis il y a des femmes aussi, même avec le réseau de la santé et des services sociaux, dans nos hôpitaux, dans nos institutions. Il y a des femmes qui continuent à vivre toutes sortes de stigmatisations. Les freins à l'accessibilité. À leurs droits fondamentaux. Absolument. Donc, elles sont parfois en processus de désaffiliation ou de rupture sociale. Qu'est-ce qui a changé? Toi, ça fait 8 ans que... Tantôt, en introduction, j'évoquais la détérioration des conditions. Tu as dit aussi qu'il y avait des femmes issues de l'immigration. Qu'est-ce qui a changé dans le portrait global de l'itinérance? Les visages de l'itinérance changent constamment. On reçoit de plus en plus de femmes vieillissantes, des femmes des fois âgées de 70, 75 ans.
qui sont à la rue, des femmes aussi très jeunes. Qui n'ont jamais connu la rue. Qui n'ont jamais connu la rue, en Mm-hmm. fait. C'est ça aussi qui est le plus inquiétant, je dirais. Mm-hmm. C'est que il y a aussi, comme tu l'as évoqué, là, des femmes sans statut, des femmes à statut précaire aussi, là, dû à l'immigration. Mais il y a des femmes il y a plusieurs nouvelles femmes, en fait, qu'on n'a jamais vues dans nos ressources. Mm-hmm. Puis avec la conjoncture actuelle, c'est sûr qu'il y a plusieurs femmes qui se retrouvent à la rue pour une première fois à cause de l'augmentation des coûts et tout ça. Là, tu sais. Oui. Comme je dis des fois, tu sais, hier, tu étais locataire, aujourd'hui, on dit que tu es en situation d'itinérance. Donc, finalement, ça peut complètement chambouler toute une vie, une situation domiciliaire. Là. Exactement. On est tous à 3 situations près de se retrouver à la rue. Il n'y a personne qui est à l'abri, ça, c'est sûr. Tout à l'heure, on va continuer la conversation avec notre autre invité, Michel Laporte, pour voir aussi, parce que là, on a un portrait, on voit un peu mieux l'ampleur de ce que vous faites, donc tant en hébergement qu'au niveau de l'approche et du lien, tout ça. Puis on va continuer, puis on va voir aussi, on va essayer de faire le lien avec les battantes et l'espoir. Mm-hmm. C'est pour ça que je te garde avec nous pour la suite. Parfait. Alors, on revient là, dans quelques minutes pour continuer à parler de la situation des femmes et de nos battantes. Merci, France. À tout de suite. Vous écoutez Regard sur l'itinérance avec France Labelle. Alors, de retour en discussion avec mes invités. Donc, il y a quelques minutes, je m'entretenais avec Julie Chevalier, qui est directrice des Maisons de l'Ancre. On parlait donc de l'itinérance chez les femmes. Et maintenant, je vous présente Madame Michel Laporte, qui est avec nous et avec qui on va échanger là, pour les prochains moments et qui a beaucoup de choses à nous dire sur cette réalité. Alors, bonjour Michel. Bien, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je pense que c'est un grand bonheur. Et pour moi aussi. Et comment? Alors, écoute, j'ai vu, tu as participé à une série, un web documentaire qui s'appelle « Les murs qui nous habitent ». Et puis, tu as dit des choses qui m'ont beaucoup, beaucoup touchée, puis très importantes. Je te cite. Tu dis « Je ne survis plus, je vis. J'ai dormi avec ma clé, mon sac à dos sous ma tête. Je commence à m'accueillir telle que je suis. » Et c'est pas banal, c'est très, 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 très chargé. Et dans ce document-là, Michel, tu évoquais, tu t'expliquais que tu avais vécu 10 ans dans la rue.
je veux pas être indiscrète pour aller dans des zones là, donc d'indiscrétion, mais il y a un moment où il s'est passé autre chose parce que là, tu étais dans un beau logement, tout ça. Alors, qu'est-ce que ça se fait pas du jour au lendemain? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi ce tournant-là qui t'a amené ailleurs? Bien, le tournant qui a commencé premièrement par plusieurs difficultés dont Julie parlait plus tôt, c'est-à-dire les 3 espèces de grandes dramatiques qui peuvent arriver, comme perdre ton travail, perdre tes enfants, perdre le conjoint. Suite à ça, ben comme on est dans un système patriarcal, les gens n'ouvrent pas la porte facilement aux femmes qui sont en difficulté, qui sont en recherche d'avoir un toit. Soit même en ayant nos propres enfants toutes seules à la maison. J'ai vécu ça, moi, l'espace où on n'avait pas le droit d'avoir de logis, même en étant juste fille-mère. Oui. Puis, bon, et tout ça. Fait que parce que tu avais un enfant. C'est ça, j'avais des enfants, puis c'était pas... j'étais pas acceptée, tu sais. Ensuite, à l'aide sociale, dans la pauvreté, quand tu travailles pas, ainsi de suite. Fait que toute ces situations-là ont fait en sorte que je me suis retrouvée à la rue suite à avoir fait un essai, admettons, avec un coloc, même pour me débrouiller, essayer de me trouver quelque chose et puis tout ça. Puis j'ai fait une petite gaffe. J'ai appelé, je pense, c'est les pompiers, le service des pompiers, parce que ça sentait le gaz. Ouais. Monsieur il avait quitté les lieux, il n'était pas là. Quand il est revenu, les voisins ont prévenu comme quoi... il y avait eu des alarmes c'est les pompiers qui étaient venus. Et il a été très déçu de moi. Il a dit, à partir de ce soir, tu quittes les lieux. Et moi, je me suis retrouvée avec mon bonhomme de chemin, là, tu sais, avec mes 2 sacs poubelles, puis dans la rue. Puis tout à coup, j'ai rencontré quelqu'un dans la rue aussi, tard le soir, avec la neige, tout ce qu'on peut voir d'aussi dramatique que ça se pouvait pas, là, que je vive une histoire comme ça, mais quand même... Cet homme est arrivé de nulle part, puis il m'a vraiment indiqué le chemin pour aller à Oldbury Mission. C'est un centre pour femmes, puis les hommes ne sont pas supposés de savoir ça parce que c'est une garde cachée pour justement les femmes qui vivent de la violence conjugale et tout ça pour la sécurité. Fait que j'ai été vraiment bien pistée. Sauf que c'est ça, en rentrant, j'ai mis mon pied dans cet édifice et puis j'y ai resté in and out, dans la rue comme en situation d'urgence de nuit. Je dormais là, dans un dortoir de 40 femmes. Pas évident, ça, là. Non, c'est pas évident. Parce que l'intimité, là, le groupe, l'une et l'autre, les ronflements, et beaucoup de choses. 3 salles de bain seulement. En tout cas, tu sais, c'était vraiment... Comme il disait si souvent, ce n'est pas un hôtel. Alors, on se gardait bien, on comprenait qu'on n'était pas là pour rester longtemps. Mais vu les situations telles qu'elles étaient, moi, je n'avais pas trouvé un refuge ailleurs, à part que dans la rue, ainsi qu'à cette place-là. Puis quelquefois, des maisons d'hébergement où je prenais un congé de 1 mois. J'avais... l'opportunité de ne pas marcher à tous les jours, faire une ronde de lait. Parce que moi, j'appelais ça une ronde de lait. C'est-à-dire, tu sais, t'es en situation d'urgence, le lendemain matin, tu quittes. Tu dois aller te réchauffer dans un milieu parce que il fait trop froid dehors. Fait que tu rentres à quelque part pour te réchauffer, ainsi de suite. Tu vas à la bibliothèque, tu fais, un paquet de... Fait que quand on pognait l'occasion d'avoir un centre d'hébergement de 1 mois, là, ça nous relaxait le pompon. On peut se poser un peu puis faire des démarches. Exact. Oui, puis là, on le voit déjà, le parcours de la combattante, là, ça avait commencé avant. On t'a parlé pauvreté, situation, enfant, locataire, expulsion. On voit, là, ça se tisse, ça se trame. Là. Oui. Puis ça a duré combien de temps avant qu'il moi, ça a duré quand même... Ça m'est arrivé pendant au moins 10 ans que j'ai jaugé entre la rue et les maisons d'hébergement. Dans les 2 dernières années, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une rencontre avec des personnes ressources, des personnes qui m'ont aidé à mettre sur la map. Je dirais qu'il y avait ma travailleuse sociale, la 4e travailleuse sociale que j'ai eue,
qui m'a demandé tout simplement un jour, tu veux me raconter ta vie? La première journée qu'on s'est rencontrés, je lui ai dit, je vais te raconter ma vie lorsque j'aurai un toit. Puis, elle a acquiescé à mes demandes. J'ai demandé une liste de toutes les personnes qui sont intéressées à prendre des personnes en difficulté. Qui ne s'attendent pas à quelque chose de particulier, qu'on travaille, ainsi de suite. C'est pas le cas. Alors, j'ai demandé si cette liste-là existait. Elle dit oui. Elle m'a donné 3 feuilles et c'est comme ça que moi, j'ai fait un suivi pendant 30 heures semaine, pendant au moins 2 ans, avec l'aide aussi de médicaments, tu sais, de la médication plus appropriée pour moi. Des rencontres avec le médecin qui comprenait la démarche que je faisais parce que j'ai dit que j'étais tannée, que ça faisait 10 ans que je prenais la même médication et j'avais pas de résultat. Alors, j'ai dit, est-ce qu'on peut changer de médication? Puis c'est là qu'on m'a offert quelque chose de différent. Et puis, ça m'a aidé, ça m'a propulsé vers ma travailleuse sociale qui était vraiment une soie. C'est le genre de personne où tu dis que tu as mal à l'épaule, puis elle va te dire, bon, ben là, tu vas t'asseoir, tu vas être tout petite, tu vas aller t'asseoir sur ton épaule, puis tu vas y demander, voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, mais mon Dieu, quelle travailleuse sociale, c'est ça. Puis une journée, j'étais arrivée avec les épaules aux oreilles, tellement que j'avais de pression. Stressée, là. Elle s'est levée, puis elle m'a fait un massage. Oui. C'est le Mon Dieu, on veut aller la voir. Franchement, là, c'était vraiment, j'ai été choyée. J'ai vraiment été choyée. Elle m'a accompagnée dans ma démarche. Elle n'a pas fait la démarche pour moi. Vraiment, elle a su, m'aider à passer à travers tous les irritants que je pouvais vivre. Parce que là, tu sais, on parle de la fatigue de la rue, la santé, la recherche d'un lieu. Puis là, tu es accompagnée. Fait que là, on sent que ça s'améliore. Oui, ça s'améliore. Effectivement. Je fais des démarches et puis, entre autres, je rencontre une personne qui, avec mon chemin de mon listing, pardon. J'ai fait un listing, puis je faisais mes suivis téléphoniques et tout à coup, j'avais le nom d'une personne, des Maisons de l'Ancre, me disant comme quoi je serais possiblement éligible d'avoir un endroit dans un environnement neuf qui est en train de se bâtir, ainsi de suite, que je pourrais être une bonne candidate. Bref, j'ai dit, bon, ben je vais y aller. J'étais allée, je pense, à 3-4 reprises pour des ils appellent ça des rencontres, c'est une similitude, tu sais, pour vérifier, voir quel genre de personne que je suis, comment je peux être adaptée dans ce milieu, ainsi de suite. Faire le point un peu. Faire le point, c'est ça. Voir les besoins, puis c'est ça, j'ai fait affaire avec ces personnes-là, tout en cherchant encore mon logement, parce que qu'est-ce qui était nouveau, neuf, en construction, moi, j'y croyais pas. Je comprends. Quelque chose de beau, de spécial, j'y croyais pas. Moi, ça fait déjà 8 ans que je suis dans la rue, les maisons d'hébergement, puis que c'est pas des hôtels. On va pas me faire croire que je vais habiter plus qu'un hôtel, là, tu sais. Fait que, c'est ce qui est arrivé, c'est que j'ai continué mes démarches, puis j'étais vraiment tannée d'être dans la rue. J'étais vraiment tannée. Puis là, je me suis loué une place dans une maison de chambre sur la rue Saint-Hubert. Et puis, en louant cette maison-là, malheureusement, c'est venu avec des mauvais, des petits compagnons de vie, là, tu sais, genre... à 4 pattes, là, ça bouge. Puis les petites souris dans les greniers. Pourquoi pas? J'avais tout le kit. Puis, mais moi, vu que je vivais des affaires incommensurables, de vie complètement éclectique, j'ai dit, moi, j'ai besoin de me recentrer, de me retrouver, puis c'est pas grave s'il y a ces petits voisins-là, là, je vais m'endurer avec ça. Ta petite place, malgré tout. J'avais un toit, puis Et puis, fait que je suis restée là. Et à un moment donné, je fais des téléphones, puis on me dit non pour d'autres places, parce que je fais toujours des recherches. Je veux pas rester statique à cet endroit-là. C'est pas vrai que je vais rester avec mes... je veux bien rester avec mes petits voisins, mais pas longtemps, tu sais. Pas trop. Faut pas qu'ils s'habituent. Non, c'est ça. Fait que là, c'est ça, j'étais en démarche pour d'autres endroits, puis dont les Maisons de l'Ancre, qui reviennent à la surface. C'est ma travailleuse sociale qui m'appelle, Michel... blabla, on rentré en communication ensemble, puis tu vas avoir une bonne nouvelle, appelle-les, puis tout ça. Puis là, j'ai dit,
Ah oui, je vais appeler pour les maisons de langue, je serais choisie. Oui. Elle dit, ben oui, elle dit, il faut que tu appelles tout de suite. Mais moi, j'ai dit, non. Je n'appellerai pas, j'y croyais pas. Tu y croyais toujours ben non, pas. Ben voyons donc. Ouais. J'ai dit, ça se peut pas. Mais là, elle dit, Ça ben là, se elle me pouvait. pris par le... Ben oui, puis là, elle me pris par surprise un peu. Elle dit, écoute, Michel, d'habitude, tu vas au bout de tes affaires. Ah! Elle dit, là, il faudrait peut-être que tu ailles au bout de ce Elle t'a mis au suivi défi. téléphonique. C'est ça, ce suivi téléphonique-là. Elle dit, c'est bon, tu ailles au bout. OK. Fait que c'est ça, j'ai appelé. Puis c'est une dame, je pense que c'est Ouais. Maureen, qu'elle s'appelle Maureen. Et puis c'est elle qui m'a reçue, qui m'a expliqué D'accord. comme quoi j'ai été choisie, que le logement il est prêt pour le 8 de décembre, OK. ainsi de suite, puis que moi, j'ai quasiment envoyé promener. Mais Tu y croyais toujours pas. j'y croyais pas. Mais j'ai dit oui, merci beaucoup, mais dans ma tête, ça Ouais. fait voyons donc, tu sais. Ouais. Je la croyais pas du tout, du Ouais. tout. Moi, tant que j'avais pas les Ouais. clés dans les mains, C'est ça. Puis est-ce que dans le web documentaire Les mieux qui nous habitent, est-ce que c'est dans ce logement-là qu'on te voit? Ou- oui, dans ce logement-là. C'est là, donc ça veut dire que ça existe pour le vrai. Oui, ça existe pour ça. le vrai maintenant, je Oui, peux vous oui, le dire. Oui, oui. Puis ça Ah fait oui. combien de temps que tu es dans ce logement-là? Ça va faire 5 ans le 8 de décembre. Écoute. Puis je dis, on te voit, tu as l'air bien, c'est beau. Ah, puis je vais c'est fêter bien ça. décoré. Ben, je Je vais fêter ça comprends. parce que j'ai quand même déménagé dans ma vie 33 Et fois. là là, ouais. 33 fois, là, c'est ça. J'ai jamais resté plus que 2 ans à un environnement. OK. Là, C'était 5 2 ans. fois, plus 5 ans de stabilité. Ouais, Fait que pour moi, c'est beaucoup. ouais. Puis les raisons aussi, c'était pour les Oui. voisins, mais des vrais voisins à 2 pattes, Oui, que je me pognais avec, que je me chicanais, qu'il y en a qui battaient leurs femmes, il y en a Ouais. qui avaient toutes les raisons inimaginables pour que je quitte les lieux. oui. Puis je disais, c'était toujours la faute des autres. Oui, Mais là, cette fois-ci, j'ai commencé à recadrer, puis à dire, d'accord. bien, vu que ça m'arrivait souvent, puis c'est moi qui déménage 33 fois, Oui, c'est parce que c'est moi qui ai le problème, là, tu sais. oui, oui. Fait qu'il y a une partie que, oui, la société fait en sorte que on est stigmatisé, que, oui, on est pris dans une espèce de carcan, puis on est défini par un petit terme ou un nom, mais il y a une autre partie que nous devons travailler sur nous-mêmes. Oui, C'est-à-dire que, comme on parlait tantôt de la petite fille intérieure, oui, de ce que vous Oui. avez parlé. oui. Puis c'est ce que j'ai fait comme démarche. C'est vraiment... Oui. De c'est vraiment- revenir à cette petite C'est fille-là ça. qui a dû souffrir, évidemment, Oui, s'en énormément. occuper C'est ça. pour avoir le droit d'être dans un logement. Oui, Parce que tu le mérites, c'est ça. effectivement. Se donner le droit d'avoir quelque chose de beau. Oui, ça, c'est important, ça. Puis, c'est pas évident, habiter. Comment t'as trouvé ça, toi? Hey, j'ai trouvé ça très difficile au début, Ouais, hein, ouais. parce qu'il y avait, tu sais, le côté, bon, premièrement, les signatures de papier. Tu sais, moi, on me dit dans la vie, signe rien. Tu sais, moi, il y a Ah ouais. quelqu'un, un bon Jack, qui me dit, signe rien, t'es mieux de rien signer dans la vie pour pas te faire avoir. Oui, c'est ça. Mais Mhm. là, je devais signer à peu près, si c'est pas une quinzaine de papiers, juste pour les maisons de langue. J'en avais... On va il chicaner y avait- la directrice des maisons de l'art. Non, Voyons. mais c'est pas... Je peux spécifier, c'est pour l'OMHM. Oui, c'est ça. On peut chicaner Ok, l'OMHM, c'est ça ça. serait une bonne occasion. L'Office Ouais. municipal d'habitation, En oui, tout on cas, les oui, chicane c'est pour ça. la paperasse. Il y a de la paperasse en s'il Oui, vous madame. plaît. Puis ça nous rappelle des codes, tu sais, des codes de vie comme on doit un bill à quelque part. Oui. Ah oui, ça, c'est pas payé. Ah, ça, ils vont venir me rattraper. Ah, je Ouais. pourrais-tu avoir un téléphone? Je vais-tu avoir les moyens de... Je vais-tu le perdre? Je vais-tu le casser? Fait que c'est Je vais-tu stressant. me le faire voler? C'est tout ça qui embarque, tu sais, l'espèce de retour sur soi, puis avec notre bagage de la Ouais. rue, puis d'amener ça chez nous, puis de dire, écoute, qu'est-ce qui se passe? Puis se faire à manger, à part de Oui. se faire des œufs, là. Oui. Ça aussi, ça m'a pris une équipe, moi, qui est venue chez moi me montrer à faire à manger. Oui. Puis j'ai trouvé ça vraiment agréable. J'ai appris des mets de d'autres pays. Oui, Et oui. puis j'ai trouvé ça C'est vraiment, fun. c'était vraiment intéressant. Mhm. Et puis, Est-ce que, Michel, est-ce que tu as ressenti de la solitude? ah oui, J'imagine. Ah hein? oui, de Là, la tu te retrouves, solitude. ouais. De la solitude, j'ai comme combattu ça. Premièrement, ce que j'ai fait, c'est j'ai écouté de la musique. Ah oui. Je faisais pas ça, moi, auparavant. J'écoutais la télévision, Mhm. puis je me laissais conter des histoires. Oui. Tandis que là, j'écoute de la musique,
Et puis, ces différents types de musique-là m'amènent dans un espace où ce que je peux réfléchir puis m'appartenir. Oui. Puis, tu sais, malgré les souvenirs, j'essaie de, tant bien que mal, tu sais, de coper avec ça. Je sais pas comment le dire en français. Là, Oui, je comprends. C'est ça. Fait que... Puis, c'est ça, j'ai écouté moins de télévision, donc moins de bruit. Oui. Tu sais, comme les nouvelles et tout ça, tu sais, j'ai rien contre, là, si je trouve ça important, là, tu sais, d'être au courant. Mais quand je suis arrivée, c'était... C'est ça. Oui, quand je suis arrivée, c'était vraiment... C'était moi, là, tu sais. Oui. Puis, quand tu as été approchée pour la web-série Les Murs qui vous habitent, pourquoi tu as participé? Qu'est-ce que tu visais là-dedans? Parce que moi, je comprends un engagement, un désir de communiquer, puis d'expliquer les choses. Oui, c'est juste... Moi, je pense, a priori, là, au départ, là, c'est que je me dis, je peux pas avoir vécu 10 ans de merdier comme j'ai vécu pour faire rien avec. J'avais besoin de communiquer d'une façon percutante, comme quoi on peut s'en sortir. Puis que c'est pas vrai que tous les itinérants, on va tous rester dans la rue puis on changera jamais, tu sais. S'il y a au moins une personne qui m'entend ou une maman d'une personne qui m'entend, dire, écoute, Michel l'a essayé, elle l'a fait, puis c'était dur, elle a eu de la misère, mais ça se fait, tu sais. Puis c'est déstigmatiser aussi. Tu sais, comme moi, je suis une personne qui a un trouble alimentaire, mais j'ai pas un trouble de drogue, j'ai pas un trouble de... j'ai pas ça, moi, l'alcool ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est vraiment le trouble alimentaire. Fait que ça aussi, je voulais parler haut et fort, comme quoi on a toutes sortes de visages des personnes itinérantes. Puis quand on est une femme, c'est vrai qu'on est disparu. Tu sais, on est disparu dans la masse. On s'arrange pour bien paraître, pour rester dans les milieux et tout ça. Alors, c'est ça. Tu disais bien paraître, je le constate, j'étais devant moi, je confirme que tu es belle. Merci. Puis dans la série, tu disais que tu avais été esthéticienne. Oui. C'est bien ça. Donc je suis diplômée. Ça, c'est ton métier. Oui, c'est mon métier. OK. Puis est-ce que c'est quelque chose qui peut être utile à part du fait que tu es belle et que tu es bien maquillée, tout ça? Ça m'a aidé. Est-ce que ça t'a aidé? Puis est-ce que ça peut... As-tu envie d'en faire profiter d'autres femmes? Moi, je me souviens quand je travaillais aux Maisons de l'Ancre, moi, je suis toujours maquillée aussi, rouge à lèvres. Puis les filles disaient toujours, on va faire une soirée de maquillage. Oui, c'est vrai. Oui. C'est une bonne idée. Donc, un petit peu comme Julie, tantôt, disait, tu sais, ce désir aussi d'être bien, d'être... Ça aussi, ça fait du bien pour soi. Là. Effectivement. Alors, comment, toi, tu vois contrairement, ça? j'ai tellement descendu profondément dans une dépression, là, une difficulté durant que j'étais SDF. C'est que c'était des personnes qu'on appelle LGBTQ+. Plus que c'est eux autres qui me disaient « Viens-t'en, Michaud, viens te maquiller avec nous autres, dépêche-toi. » Là, tu te laisses aller, ma choune, puis on n'aime pas ça. Puis là, ben tu sais, moi, je trouvais ça tellement enrobant. J'y suivais, puis là, t'as pas mis de... On va mettre du vernis, OK? On va te mettre du vernis. Fait que c'est les autres qui ont fait ça avec moi. Qui ont pris soin de toi. Qui ont pris soin de moi. Puis moi, j'avais tellement pris soin des autres auparavant que malheureusement, dans ce domaine-là, je suis polysaturée. C'est-à-dire que je ne mets plus de vernis à personne. J'arrive à peine à faire un petit massage des mains à ma mère qui a de l'arthrose. Tu sais. Puis j'y mets du chanvre et puis tout ça. Mais tout ça pour dire que j'utiliserai pas ça comme atout, mais je l'utilise pour moi, pour m'enjoliver, pour ne pas tomber dans la dépression, pour faire un peu comme... Tu sais, ceux qui ont le cancer, ils ont un traitement de faveur d'apprendre à se gérer tu sais, physiquement, puis psychologiquement et tout ça. Mais je fais un peu ça avec tous les partenariats que j'ai eus comme psychologue, psychiatre, thérapeute, sexologue. Je me suis fait suivre pendant les 2-3 premières années où j'ai habité. Tu es allée chercher l'aide dont tu avais besoin. Oui, je ne pouvais pas y arriver toute seule, c'est ça. C'est ça, tu étais très active et
participative Oui, c'est ça. dans tout ça. Puis dans le prendre soin, moi, ce que j'entends aussi, c'est que dans tes participations aussi, ce que tu as dit, c'est que dans tes, appelons ça des témoignages, c'est que c'est une façon de prendre soin des autres aussi. Oui. Tu sais, de partager une expérience, de dire il y a ceci, il y a cela, Oui. malgré les difficultés. Moi, c'est ça que j'entends dans Oui. dans ce que tu dis. Oui, justement, c'est que ce que je préférais, ce que j'ai envie de faire, c'est de devenir père aidante. Ouais. Ça serait un de mes grands souhaits. Mm-hmm. Mais at large, pas de Oui. 1 à 1, parce que j'ai comme l'impression de perdre mon temps OK. ou de mes énergies. Moi, ce serait en groupe, tu sais, faire une animation de groupe. Ouais. On m'a suggéré ça, même il n'y a pas si longtemps, puis j'ai trouvé ça vraiment une très bonne Ouais. idée. Oui. Puis c'est tu ça. dis que tu faisais des conférences, des présentations Oui, je fais des OK. présentations lorsque je parle de l'obésité. Oui. Ça, c'est dans un contexte que je ne peux pas parler parce que je dois garder ça anonyme. D'accord. Mais par contre, c'est ça m'arrive que je vais parler de moi versus le trouble alimentaire que OK. je vis, et ainsi de suite. Donc, tu as Et déjà puis- cette expérience-là Oui, dans un groupe. Ça veut dire que tu pourrais Oui. le transférer dans C'est d'autres. ça. Ah, OK. ça, je trouverais ça pas mal plus Ouais. énergisant pour moi, très Oui. vibrant aussi, Oui. de rendre la parole aux autres. Ouais. Parce que c'est la parole qui libère. Mhm. C'est ça qui a fait en sorte que je suis ce que je suis aujourd'hui, Ouais. que moi, j'aime beaucoup la caméra. Mhm. Puis je pense elle me rend bien. Je pense que la caméra t'aime parce que je t'ai vu. Puis, Je pense bien. ah oui, c'est très clair. Mm. Donc, je pense que c'est un beau médium potentiel pour toi. Ouais. C'est ça. Puis là, c'est Ouais. un nouveau médium là, que j'apprends aujourd'hui avec Ouais. la radio et je trouve ça vraiment particulier. Tu sais, Ouais. Moi aussi. je trouve ça fait spécial. Une chance que vous êtes là, maintenant. Dis-moi, Michel, si tu avais quelque chose d'essentiel que tu voudrais que les gens retiennent, parce là, on a parlé des combattantes, on le voit là, dans ton parcours. Mhm. Mais toi, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent d'essentiel dans cette conversation qu'on a aujourd'hui? Premièrement, c'est de dire bonjour avec la ferme intention de souhaiter une très belle journée Ouais. à un itinérant. Mhm. L'itinérant qui se sent vu, se sent estimé. Ouais. Moi, lorsqu'on a fait ça avec moi, je me suis sentie estimée. Je fais ce même salut-là, moi, aux autres itinérants Oui. pendant que je ne le suis pas en ce moment. Oui. Et puis, je reçois un sourire, mais Ouais. radieux. Mhm. Puis c'est comme si je lui disais, c'est peut-être pas moi qui va te donner ton 5 $, mais je sais que ça s'en vient. Ouais. Tu sais, le sourire qui dit, Ouais. ça s'en vient, inquiète-toi pas. Il y Ouais. a quelqu'un qui va arriver. Ouais. C'est ça qui est important. Ouais. C'est ça que j'aimerais qu'on retienne, Mhm. de aussi fraterniser entre nous plus, Oui. de déstigmatiser le plus possible, avoir des idées plus pluralistes. Mhm. Donc, pluraliste, donc accueillir aussi d'autres Accueillir, c'est ça, idées, c'est le d'autres mot. personnes. C'est le mot, accueillir. Oui, oui, je comprends. C'est sortir de son confort, son espèce de confort d'être seul avec soi. Et... Oui, Ouais. je comprends. Mhm. Je me tournerai vers Julie Chevalier, qui était donc avec nous, puis qui est toujours là, puis qui nous écoute. Toi, Julie, il réside où l'espoir dans tout ça, dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Puis on a parlé de combat, on a parlé de changements possibles, de liens. Il est où l'espoir dans tout ça? C'est une Grosse très bonne question. question, France. Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, les choses vont pas nécessairement dans le bon sens depuis Non. les dernières années, Non. puis encore moins depuis la pandémie. Mm. Tu sais, moi, je vais crier que c'est gagné une fois qu'on va fermer la porte de toutes nos maisons, Ouais. puis qu'on n'aura plus besoin de nos Ouais. ressources. Crie pas tout de suite. C'est pas fait. Non. Non. Au contraire, on voit dans nos statistiques que l'augmentation des refus par manque de place, Ouais. c'est en constante augmentation Ouais. dans les dernières années.
Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on en parle de plus en plus dans les médias. On parle de l'itinérance. Pas assez de l'itinérance des femmes, selon moi. Non. Donc, si des journalistes nous entendent, venez parler de la réalité puis de la situation particulière des femmes. Mais je pense qu'il y a quand même une sensibilité dans la population de manière générale qui se développe. Et puis, je dirais que j'aimerais ça que les décideurs aussi et que nos dirigeants reconnaissent davantage le travail qu'on fait et à quel point on a besoin de financement pour ouvrir davantage de places, répondre aux besoins et s'attaquer vraiment là avec un plan de prévention pour s'attaquer à la base du problème. Voilà. Donc, des actions agiles. Des actions concrètes et lutter contre la pauvreté. Absolument. Et la crise des logements. Et tout. Plus de logement social. Et oui. Et chères combattantes, moi, je vous dirais que l'espoir, pour moi, réside dans le lien, la parole et le combat. Alors, vous êtes mes plus belles combattantes. Merci beaucoup, beaucoup. Et je remercie Mathieu à la régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et Catherine Bourderon à la revue de presse. Mesdames, c'est un grand honneur de parler avec vous et ça m'apporte énormément. Je sors dans la joie. Merci et à la semaine prochaine à tous ceux et celles qui nous écoutent et peut-être des journalistes pour parler de la situation des femmes. Bye bye. Merci, France. Merci, France.